La première fausse couche tardive, ça s'est passé en 2017, donc début de grossesse tout à fait normal. Un soir, en me levant du lit, je perds les os. Entre-temps, en fait, sur le chemin, le cœur du bébé ralentissait, et arrivé à l'hôpital, pour être hospitalisé, là, c'était trop tard. Là, tout de suite, il a dit, je me rappelle encore très très bien même de l'air qu'il avait, il a dit « Ah, je suis désolée, le bébé est déjà engagé ». Mais du coup, je ne suis plus rentrée chez moi. On a décidé de me garder à l'hôpital pour justement accoucher. Donc, ils appellent ça l'expulsion. Mais voilà, c'est un terme médical. Mais moi, le terme humain, pour moi, reste accouchement, puisque c'est un accouchement, quoi. C'est un enfant qui sort de soi-même. Donc pour moi, ça reste un accouchement quand même. On a redécidé de relancer la machine, de refaire une autre tentative, jusqu'au jour où un samedi, je crois que c'était un samedi, je perds du sang. Je perds du sang à la maison. Et je perds beaucoup de sang. Et j'ai dit à mon mari, mais je pense qu'il y a de l'eau qui sort, alors je ne sais pas ce que c'est. Donc on appelle une infirmière de garde qui fait le test. Et quand elle a dit, ah, je suis désolée si vous perdez votre liquide amniotique. Et là, ce que j'ai ressenti vraiment inconsciemment, plus profondément même, que c'était la fin, ça s'est confirmé en fait que c'était la fin. Et là, j'avais demandé expressément à voir le bébé et à le garder avec moi, à passer du temps avec lui. J'ai caressé son visage, il était très paisible et je me suis dit, ok, tu peux partir paisiblement, tu fais aussi ma paix et t'as accompli ta mission, je te laisse partir. Bienvenue sur Basvage. Et un jour, du coup. Oui. Donc suite à tout ça, nous on s'est dit on va souffler un peu parce que le corps aussi il en a un peu souffert de ces deux grossesses, de ces deux fausses couches tardives. Donc on va souffrir une petite pause avant de retenter une autre grossesse. Donc pas de projet bébé. Pas de projet bébé du tout. Vous êtes sur votre couple. Voilà, on est sur le couple, on se retrouve entre couples, voilà, voyage, etc. Et puis on était sur un projet voyage justement où quelques jours avant j'ai découvert que ce petit bébé, ce petit coquin, ce petit Elijah, voilà, s'est installé secrètement dans le ventre de maman. Et on l'a découvert très tardivement puisque on l'a découvert à 2 mois et demi de grossesse. Et pour nous c'était un choc émotionnel. Parce que tu continues encore à avoir tes règles, donc il y avait aucun signe. Tout à fait. Il y avait aucun signe précurseur que, comme quoi j'étais une femme enceinte. Rien du tout. Pas de nausée, pas de vertige, pas de malaise, pas d'envie, oui, des envies particulières j'en avais, mais je mettais pas ça sur le compte de la grossesse, puisqu'avant j'en avais pas du tout. Moi je pensais juste que c'était de la gourmandise et sans plus. J'avais les règles. Donc pour moi c'était tout à fait normal que je... Et tu l'as découvert comment du coup? Alors, c'est très anecdotique. Je l'ai découvert, c'était comme une sorte de rêve. C'est pas une sorte de rêve, mais j'ai rêvé. Donc, une nuit, je rêve que je suis enceinte jusqu'au cou. 7e mois, 8e mois de grossesse, je suis vraiment enceinte. Et tout le long du rêve, je suis enceinte. Alors, soit c'est moi qui suis enceinte, soit ce sont mes interlocutrices, ou voilà, des amis, des familles, qui se retrouvent enceintes dans le même rêve. Donc, c'était assez perturbant. Et aussi, j'avais une discussion dans ce fameux rêve avec ma meilleure amie, et à laquelle elle me répond oui mais tu es enceinte, puisqu'en fait je lui avais posé des questions. Oui mais ça me saoule, j'ai des boutons sur le visage, ça commence à vraiment me saouler ces boutons. Et puis là elle me dit oui mais c'est normal si tu as des boutons parce que tu es enceinte. Et dans mon rêve, très naturellement je réponds ah bah oui c'est vrai. Ouais. Donc au matin je me réveille, je suis vraiment prise de panique, et ça a été très très perturbant parce que c'était assez insistant. Donc je me lève en sursaut, mon mari il était déjà parti au travail,
Il me restait encore quelques tests de grossesse et je me suis dit, je décide de faire un test de grossesse. Je dis, bah tiens, pour être tranquille et pour être fixée, faut vraiment que, voilà, faut que je sois tranquille par rapport à cette idée-là. Et moi, j'étais convaincue à 200% que je ne suis pas enceinte, mais qu'il fallait que je fasse le test juste comme ça, ouais. pour la forme et pour être sûre que voilà, que je ne suis pas enceinte. Et donc j'ai fait le test et je commence à voir la petite barre un tout petit peu floue. Et là je me dis, ah non, là c'est pas normal, c'est inquiétant. Et donc je décide de faire un test, de faire une prise de sang avant de me rendre au travail. Donc petit passage à un centre médical où je fais la fameuse prise de sang. Donc j'attends les résultats dans la journée puisqu'ils peuvent être disponibles dans la journée. Et je ne tiens plus en place au travail, vraiment je suis prise de panique, positif, négatif, j'envoie des messages à ma meilleure amie, hein, mais tu penses que... Je lui dis, mais si jamais c'est positif, je fais comment? Elle me dit, mais ne t'emballe pas, attends les résultats. Mais en plus, tout à l'heure tu nous disais que t'avais un utérus contractile, donc oui. Là il n'avait pas... Et je vais revenir là-dessus, parce qu'en plus, juste avant ça, je reviens juste sur un petit passage. Juste avant ça, mais ça, tu me fais bien de le rappeler, j'étais allée voir comment elle s'appelle l'humoriste malgache, Elodie Arnoux. Voilà, ouais, Elodie Arnoux. drôle. Voilà. Donc avec une amie, on a décidé d'aller voir son show. Et puis sur le chemin, je lui dis, en sortant du métro, je lui dis, est-ce que tu peux prier pour moi parce que c'est très bizarre, mais je sens des mouvements de bébé dans mon ventre. Je lui dis ça. Ouais. Je lui dis, c'est comme si je suis enceinte. J'ai l'impression d'être enceinte. Je sens des mouvements de bébé dans mon ventre. Est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que voilà, ces pensées-là, ces derniers temps, m'envahissent et je pense que c'est pas bien, etc. Elle me dit oui. Mais elle me dit, mais t'es pas enceinte? Je lui dis, bah non, je suis pas enceinte. Bah c'est normal, je suis pas enceinte. Je viens d'avoir les règles il y a pas longtemps. Donc, mais voilà, mais moi ça me perturbe. Ces mouvements-là me perturbent et ça me ramène un peu en deuil. Elle me dit, oui, je vais prier pour toi. Donc voilà, et je parle de tout ça. Donc maintenant on revient à la prise de sang. Et pareil, hein, au travail, je sens les mouvements de bébé. Tu sens, ok. Je me dis, bah non, mais c'est pas normal, c'est dans ma tête, c'est psychologique, ça me rattrape, le passé me rattrape. C'est des relances, enfin, voilà, c'est ça. Pas possible. Dans ta tête, c'était pas possible. Voilà, pour moi, c'était pas possible. Non, j'étais pas prête. J'étais pas prête et je me demande d'ailleurs si j'ai pas fait un déni de grossesse. D'accord. Parce que justement, je n'étais pas prête psychologiquement encore à retomber enceinte à ce moment-là. Donc je fais la fameuse prise de sang. Toute la journée, je suis inquiète et puis je dis à ma meilleure amie, et si jamais je suis enceinte, je fais quoi? Ouais. Et pourtant, cette question, normalement, ne devrait pas se poser. Puisque si jamais je suis enceinte, et bien sûr que je garderai, mais pourquoi se poser des questions, quoi? Elle me dit, mais non, mais ne t'emballe pas. Attends les résultats et puis on verra, tu aviseras. Bon, ok, d'accord. Et je me dis, ah là là, mais ça met du temps à venir. Puis vers 15h, en milieu d'après-midi, je reçois le texto, vos résultats sont disponibles sur Internet, donc je me connecte sur Internet, et puis... et là, bam positif. Donc, devant mon écran, au travail, je suis, mais... je tombe de haut. Et moi, mot pour mot, c'était mais c'est quoi ce délire, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu me fais? Mais c'est quoi ce délire? Et je recherchais sur mon écran, je me suis dit, est-ce qu'il y a pas quelque chose, il y a pas une erreur? Est-ce qu'il y a pas quelque chose de faux là-dedans? Est-ce que c'est bien mon nom? Est-ce que c'est bien mes résultats que l'on m'a envoyé, mais c'était pas les résultats d'une autre personne? Donc non, c'est bien mon nom, c'est bien marqué positif, etc. Et le pire, c'est que le taux de la fameuse hormone du bêta-HCG était déjà très élevé. Et puis là, je me dis, ah mince. Alors, soit c'est la grossesse qui est déjà bien avancée, ou alors je commence à regarder sur Internet, est-ce que je sais pas si jamais c'est des jumeaux. Ah oui. Donc, c'était une idée qui m'était passée par la tête. Et je commence à regarder, ça signifie quoi, un taux élevé, etc. Moi, je viens d'avoir des règles... j'avais les règles au mois de janvier, et j'ai découvert au mois de février que j'étais enceinte. Plus tard, on a su que j'étais enceinte depuis le mois de décembre.
Donc voilà. Et puis je regarde, je me dis mince, oui. Et mince, le taux est très élevé, c'est quoi tout ça? Donc très très vite, il faut que je consulte pour être tranquille, pour être tranquille et pour savoir à quel terme de la grossesse je suis. Et celle qui me fait l'échographie, elle me demande alors c'était quand vos dernières règles? Donc je donne une date et elle me dit ah ben c'est tout récent. Alors dans ce cas-là, ne vous attendez pas à voir une image à l'écran. Oui. Si ça se trouve on va voir un tout petit point noir. Et elle me dit, et je ne suis même pas sûre qu'on puisse encore que le battement du cœur soit perceptible. Oui. Et donc je me dis bon ok d'accord, y a pas de problème. Donc je m'allonge, on fait l'échographie. Et puis là elle me dit mais dans ma tête je me dis ah mince, il y a un problème. Voilà, je dis ah non, pas ça. Et puis elle me dit mais je lui dis tout va bien. Et là elle me répond elle me dit mais regardez à l'écran. Mais il est là votre bébé. Mais vous êtes à 2 mois et demi de grossesse. Je fais pardon. Et puis là elle me dit ah oui, votre grossesse est bien avancée déjà. Et encore une fois je me dis mais vraiment je bafouillais. Pardon. Elle me dit ah oui, vous êtes déjà bien avancée dans votre grossesse. Je dis bon d'accord, ok. Elle me dit mais vous y attendez pas? Je fais ah non du tout. Je ne savais même pas que j'étais enceinte déjà de 1. Donc là quand vous m'apprenez que je suis presque à 2 mois et demi de grossesse, va falloir encore digérer l'autre nouvelle quoi. Donc je sortais de là. Voilà, je sortais de là, je me cognais un peu partout parce que je ne savais pas où mettre les pieds. Et puis encore une fois, un choc. C'était re-choc parce que déjà c'était un choc de savoir que j'étais enceinte et c'était un deuxième choc. Ouais. J'étais à 2 mois et demi de grossesse. Encore une fois, bon, va falloir annoncer au chéri. En fait, je suis à 2 mois et demi. Je suis pas au tout début. Voilà. Je suis pas au tout début de la grossesse, mais en fait, je suis déjà à 2 mois et demi. Et puis là, je lui dis, oui, je suis à 2 mois et demi de grossesse. Et ah ouais, d'accord, ok. Bon, on remettra plus tard tous les projets. Et puis surtout le projet vacances qui était prévu. Bon, on remettra tout plus tard. C'est une grossesse inattendue. Et puis là, on a décidé de prendre les choses en main. Puisqu'on savait déjà que c'était une grossesse à risque, donc, et qu'il fallait passer par la case de cerclage, que cette fois-ci on n'aura pas le choix. Et donc c'était un peu la course à la maternité. Moi, une personne lambda qui ne fait pas partie du corps médical, je ne sais pas à quel terme il faut faire le cerclage. Et personne ne sait en fait. Voilà. Il faut courir après, non? Voilà, donc faut courir après, faut aller chercher des informations, faut se renseigner. Donc je me renseigne, j'appelle les hôpitaux. Et c'est quoi un cerclage, excuse-moi, parce qu'on est néophyte en fait. Oui. C'est quoi un cerclage? Oui, la très bonne question. Moi aussi je ne savais pas jusqu'à ce que ça m'arrive. Donc le cerclage, c'est tout simplement le fait en fait de coudre le col de l'utérus de façon à ce que ça se ferme. C'est une anesthésie locale. C'était une anesthésie, on peut faire une anesthésie générale, mais de préférence c'est une anesthésie locale. Ça se fait en ambulatoire, on arrive le matin, on repart le soir même, le soir cerclé. Et comme ça, le col, il restera fermé jusque... Donc c'est une couture pour fermer parce que ton col, en fait, se détendait, en fait. Le col se détend très très vite. Dès que le bébé, il prend un tout petit peu de poids, l'utérus appuie sur le col, et puis le col, il s'ouvre très facilement, justement par rapport à ça, et puis laisse échapper le bébé, alors que ce n'est pas un moment. Ça arrive quand même à pas mal de femmes. C'est ce que j'ai appris sur le tas, donc. Et là sur le coup ça m'arrive à moi et faut qu'on s'en occupe. Le col il n'est pas fonctionnel et puis il faut qu'on mette choses en moi. Donc c'est la course à la maternité type 3. Pourquoi? Parce que c'est une grossesse à risque. Donc moi je ne pouvais pas. Type 3 c'est jamais... Il y a des types dans alors il y a un type 1, type 2, type 3. D'accord. Type 1, c'est quand toute une grossesse se passe très très normalement, sans problème. Les grossesses d'Instagram, c'est ça? Voilà, tout à fait. Type 2, c'est plus ou moins normal, mais en cas de besoin urgent, ok. Type 3, il y a des services de réanimation, services néonat, etc. Au cas où je serais amenée là, ils sont bien équipés. Voilà, là, ils sont vraiment équipés, accouchement prématuré, réanimation des bébés, etc. Il y a déjà un chirurgien néonat, il y a tout. Tout à fait. Donc moi, j'avais pas le choix. Déjà, il fallait que je passe par là, ce qui fait que ça m'a réduit la liste des maternités à appeler.
J'ai regardé sur internet les maternités type 3, donc je commence à appeler, oui, bonjour, je sais pour m'inscrire, j'ai une grossesse à risque. Ah non, mais c'est complet. Alors là aussi, j'apprends des choses. Donc je fais, bon d'accord, ok, mais moi je suis enceinte à tel terme, j'ai besoin d'un cerclage. Ah oui, mais non, mais on vous dit que c'est complet. Bon d'accord, bon, hop, je retente une autre maternité, c'est complet, c'est complet, c'est complet. Je fais, mais à ce rythme-là, je vais accoucher sous les ponts, puisque c'est complet partout. Puis j'appelle une maternité, et puis l'assistante en ligne a bien voulu prendre la peine d'écouter quand même l'histoire, parce que je lui dis, j'insiste, je lui dis, mais oui, mais ça fait quand même au bout de 5 appels, mais à ce rythme-là, madame, mais moi je vais accoucher sous les ponts, moi j'ai besoin d'un cerclage, je ne sais pas à quel moment il faut faire le cerclage, j'ai déjà connu 2 antécédents de fausses couches tardives, voilà. Et je pense qu'elle a été très très compréhensive, et qu'elle m'a laissé vraiment, elle me dit, est-ce que vous pouvez patienter au bout du fil, je vais essayer de tenter quelque chose, parce que je sais que chez nous aussi c'est complet, mais je vais quand même essayer de tenter quelque chose. Et puis elle me reprend, elle me dit, ok d'accord, on vous prend, on vous inscrit, et puis on a booké un rendez-vous dans la foulée, donc je me suis rendue au rendez-vous, etc. Et puis ça s'est enchaîné très très vite, et encore une fois il fallait digérer tout. Je suis venue au rendez-vous, c'était pour une consultation banale, et puis je sors de là avec le rendez-vous du cerclage, le rendez-vous avec l'anesthésiste, le rendez-vous avec... j'ai vu le chirurgien qui va m'opérer, j'ai vu l'anesthésiste qui va me poser l'anesthésie, enfin ça s'est enchaîné très très vite. Et puis après c'était une grossesse alitée, puisque je dois gérer les contractions au quotidien, et ça aussi c'était pas facile. Parce qu'il y avait en plus, oui, avec l'utérus, voilà, l'utérus contractile fait que même avec le cerclage, moi il a fallu que je sois vraiment alitée pour réduire au maximum en fait ce risque d'accoucher très prématurément, quoi. C'est ça. Donc la grossesse cerclée, du coup, va durer 6 mois pour toi? Voilà, 6 mois, ça va durer 6 mois à peu près, puisque j'étais cerclée, je crois vers 3 mois, juste le temps j'ai su la grossesse à 2 mois et demi, le temps de tout programmer, etc. J'étais cerclée mois de mars, j'ai découvert que j'étais enceinte mois de février, j'étais cerclée mois de mars, jusqu'au mois d'août, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, oui, 5 mois à peu près de cerclage. Voilà. Voilà, pas de tout repos d'ailleurs, hein, mais puisque on s'inquiète quand même. Faire attention, très attention, pas de ménage, pas de choses lourdes à porter, pas de transport, pas de alité quoi. Et en même temps t'avais tes contractions. Il y a un médicament pour ça ou il y a du spasfon, alors j'étais sous spasfon, oui. Ah oui. Apparemment, mais mais bon, Honnêtement, ça ne faisait pas grand chose. Je les prenais pour être tranquille psychologiquement et pour ne pas regretter et pour ne pas me dire j'aurais dû si jamais il s'est passé quelque chose. Donc voilà, je me dis je mets toutes les chances de mon côté. Oui, en gros, le spasme placebo. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un peu ça en fait. Bon, si effectivement le spasme marche, mais dans certains cas, ça dépend de la douleur des gens, mais moi ça n'a jamais marché. Moi, je pense pas, puisque en fait moi le truc c'est que je n'étais même pas, je ne ressentais même pas des douleurs par rapport aux contractions. Ou peut-être parce que je m'y suis accoutumée. Ouais. J'ai peut-être pris l'habitude que pour moi ça ne me faisait plus mal, mais on m'avait dit oui mais c'est pour réduire le nombre des contractions, sauf que non, je les ai comptées, j'en avais une vingtaine, j'en avais une quinzaine, une vingtaine tous les jours. Que je sois allongée, debout, à table, j'en avais des contractions. Voilà, j'en avais toujours des contractions. Mais bon, pour avoir la conscience tranquille, je les prenais les spasmes. Ouais. Voilà. Et du coup, donc la grossesse, donc elle s'est passée comment? C'était dur en fait finalement d'être allongée. C'était dur, psychologiquement et physiquement, puisqu'on se sent comme des légumes hein, quand même. Hein. On se sent, au bout d'un moment, on se sent comme on a les muscles qui se ramollissent. T'as l'impression d'être un vaisseau. Voilà, c'est ça. Mais au final, avec le recul, ça s'est bien passé heureusement. Et t'avais peur aussi quand même oui. Pour cette grossesse encerclée. Une peur quotidienne, un stress en permanence, de perdre du sang, de perdre de l'eau aussi. Et j'ai l'impression que quand je marchais sur la pointe des pieds comme si ça pouvait faire quelque chose en fait. Je me suis dit, je marche sur la pointe des pieds.
peut-être pour ne pas perdre les os. Quand je descends du lit tout doucement. J'imagine, mais même quand tu fais pipi, tu dois regarder si c'est jaune. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que de quelle couleur? Est-ce qu'il y a une goutte de sang qui à chaque fois, je me retournais dans la cuvette pour voir s'il y avait pas une goutte de sang dans les toilettes. Et puis un jour, il y a eu une goutte de sang. Donc j'étais prise de panique. J'étais tout de suite en pleurs parce que pour moi, à combien de mois là, c'était à peu près au même terme que les fausses couches tardives précédentes. Donc je me suis dit non, c'est pas bon. Ah non, c'est pas vrai, pas cette fois-ci quoi, pas cette fois-ci. Parce qu'en plus le cerclage ne garantit pas non, c'est ce que ça garantit pas que ça va fonctionner en fait. Voilà, c'est ça. Puisque moi c'est ce que j'avais demandé à ma gynécologue, je lui ai dit moi je pensais que j'étais tranquille une fois que j'étais cerclée. Mais elle me dit ah non. Il peut y avoir des cerclages qui ne fonctionnent pas. Donc encore une fois, bon bah ok, d'où le fait d'être alité en fait. Voilà, d'où le fait d'être alité, c'est de vraiment mettre toutes les chances de mon côté quoi. Et donc t'as eu cette petite goutte de sang. Petite goutte de sang, donc panique. Je n'en parle pas à mon mari parce que il était au travail et je ne voulais pas qu'il soit paniqué. Et au retour, je lui dis, je suis pas très tranquille. Il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis j'avais une toute petite goutte de sang. Et là, tout de suite, il me dit, est-ce qu'on fait pas bien d'aller aux urgences quand même? Et là, je ne sais pas pourquoi, peut-être par peur, encore une fois, parce que j'étais allée aux urgences les 2 fois. Et pour moi, ça me rappelait quand même des mauvais souvenirs, de me dire, genre, si j'y vais, est-ce que je reviendrai? Est-ce que ça va être comme la dernière fois? Voilà, est-ce que ça va être comme la dernière fois? Du coup, est-ce que je vais revenir? Est-ce qu'on part avec un bébé dans le ventre et est-ce qu'on revient encore que tous les deux en couple? Et j'ai dit à mon mari, non, j'ai pas envie d'aller aux urgences. Mais j'attends demain matin. Je lui dis, bon, j'attends demain. Si ça persiste, ok, on ira. Demain dans la journée, tout au long de la journée. Mais si se passe rien, tout va bien. Effectivement, donc on a attendu le lendemain et ouf, le lendemain, plus rien. Donc plus de peur que de mal, mais voilà, moi je ne voulais pas, bizarrement, mais puisque on aurait dû peut-être, puisque vu les antécédents, on aurait peut-être dû. On me prendrait pour une folle de se dire genre mais elle a eu vu ce qu'elle a vécu, elle a eu des gouttes de sang, elle ne consulte pas, mais elle est folle. Mais pour moi c'était je ne voulais pas aller aux urgences parce que pour moi c'était presque synonyme à chaque fois de perte en fait. Surtout que c'était à 4 mois. Voilà, c'était à peu près, voilà, c'était toujours à peu près à la même période et c'était très angoissant, donc non, je ne voulais pas y aller. Ça se trouve aussi le fait d'angoisser aussi en allant aux urgences, là, 3h, 4h, ça aurait été aussi peut-être finalement pas du tout bénéfique en fait. Oui. Donc peut-être finalement c'est ton cœur de maman voilà, qui t'a dit ça, je pense. Non, reste à la maison, protège ton bébé. Je me suis écoutée et en me disant non, je préfère rester puis on verra si ça continue ou pas. Voilà, donc vous attendez pas quand même à la maison jusqu'à avoir une bonne fille. Voilà. C'était quelques gouttes. Voilà. Tu sais quand même comment ça se passait, enfin ça aurait été plus grave, là tu serais partie quand même. Voilà, tout à fait, ça aurait été plus grave, je serais partie quand même, mais là tout de suite sur le coup je me dis ah non je bouge plus du lit, je suis là, je bouge plus. Même pour manger, je marchais tout doucement pour me déplacer, je me mettais quand même à table, mais dès que j'avais fini, hop, allongée, et je maximisais. Pendant 2 semaines, 3 semaines, j'étais tout le temps, je ne faisais rien, j'étais tout le temps allongée. Pareil pour les douches, c'était vraiment... Il y avait des moments, il y a pas de honte à dire ça, mais il y avait des moments où c'était des toilettes de chat tous les jours, quoi. C'est... t'avais peur d'entrer dans la, je sais pas si une baignoire ou une douche. Une baignoire. Ah oui, et je ne voulais pas, donc je ne voulais pas enjamber la baignoire, je ne voulais pas rester longtemps debout, même si une douche ça peut se prendre en 5 minutes, 10 minutes, mais dans ma tête je me suis dit, je ne perds pas 10 minutes en restant debout, quoi. Je fais juste ma petite toilette de chat quotidienne, et puis je retourne m'allonger. Alors là en fait t'as vraiment sacrifié ton corps. Oui. Pour Elijah. Voilà. C'est vraiment ça en fait. C'est ça. Tu as tout donné. J'ai vraiment tout donné pour Elijah. J'ai vraiment tout donné. J'ai tout donné. Strong mom. Ça c'est vraiment hashtag strong mom. C'est ça. J'ai tout donné. Même pour voilà. Et du coup, une grossesse pas de tout repos et puis arrive le jour où donc le décerclage. Il est temps, ça y est. Voilà. Il sort de la prématurité. Il sort de la prématurité. On atteint quand même, on atteint le seuil où on se dit, il peut naître sans problème. Il peut naître sans problème. On enlève le fil. Arrive le jour
Donc ça se fait juste en consultation, hein, quand on enlève le fil. Très désagréable, très douloureux. On m'avait dit, oh, c'est juste, c'est rien du tout. Non, sans anesthésie, mais oui. Ah. Mais on m'avait préparé psychologiquement que ce sera douloureux. Effectivement, c'est douloureux et c'est très désagréable. Mais ça se fait vraiment en 5 minutes, 10 minutes, hop, le fil, il s'enlève. Et puis, je pouvais accoucher maintenant du jour au lendemain. Et on a un peu parié sur un accouchement sur les 2 semaines qui suivaient le décerclage. Et contre toute attente, Elijah, il est arrivé jusqu'au bout, vraiment jusqu'à la toute dernière semaine de grossesse, toute dernière semaine. Et j'avais une dernière consultation où en fait j'étais déjà, où le col était déjà ouvert à 2, large. Et donc la gynécologue professeure, elle nous a fait choisir, elle nous a demandé si on voulait encore patienter un tout petit peu ou le déclenchement. Et là, spontanément, instantanément avec mon mari, tout de suite déclenchement. Donc la gynéco, elle nous dit rendez-vous demain matin à l'hôpital, 6h30 pour déclenchement. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, le soir même, on s'est goinfré avec mon mari, on s'est dit allez, ça va être notre dernière soirée à 2, puisqu'on sait tout d'avant du coup. Ouais. Ça va être notre dernière soirée à 2. Allez, on va se goinfrer. On était allé à un resto à volonté, à manger jusqu'au cou. T'imagines, ce serait au restaurant, t'as Non, je pense pas. Entre 2 blocs. Oui, c'est vrai que ça m'est passé par la tête. Je me suis dit, j'espère quand même que tu manges un peu épicé. Mais j'en ai bien profité, j'ai bien mangé, et puis on se dit, donc voilà, petite soirée à 2, tranquillement. Je me rappelle, c'était une soirée très très douce, parce qu'arrivé à la maison, on a écouté du reggae, c'était du très très bon reggae, vu mon mari, et on était vraiment très apaisés. On s'est dit, ça va être notre dernière soirée. En fait, je pense que c'est un peu l'avantage du déclenchement, c'est qu'on se prépare, on sait tout à l'avance. On s'est dit, ça va être notre dernière soirée à 2. À partir de demain, ça va être une nouvelle vie. On n'est pas dans le suspense où on se dit, ça arrive quand, il arrive quand ce bébé, ce sera pour quand l'accouchement. Même lui, il a pu prendre ses dispositions par rapport à son travail. Ouais, du coup, de se dire, ma femme, elle sera déclenchée, donc je vais pouvoir prendre cette journée-là, que de se dire, allô, t'es où, t'es au travail, j'accouche, tu viens, voilà. Donc donc pour ça, c'est vraiment l'avantage du déclenchement, de savoir un peu, de savoir les choses à l'avance et de prendre ses dispositions en fonction. Donc, Et c'est quoi du coup le désavantage du déclenchement? L'avantage. Voilà, ça c'est l'avantage. Je pense que le désavantage, moi personnellement, je l'ai vécu comme ça. C'est de ne pas avoir laissé la nature faire les choses. C'est que j'en ai vraiment bavé, quoi. J'en ai bavé puisqu'il a fallu comment dire, pas programmer, mais il a fallu booster, en fait, les choses et on a essayé de déclencher naturellement, ça n'a pas fonctionné. Et donc j'avais besoin de l'hormone de synthèse qui est l'ocytocine pour pouvoir y arriver, qui m'a quand même bien fait souffrir. C'était pas du tout ça n'avait rien à voir avec les contractions naturelles qu'on a l'habitude d'avoir quand on accouche, quand on a 2 doigts d'accoucher, parce que les contractions naturelles, je les ai connues pour la 2e grossesse. Ça n'avait rien à voir. Là, c'était vraiment une douleur, j'ai l'impression que cette douleur était décuplée, c'était très 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 intense. Moi qui suis pas du tout douillette de nature, je les ai sentis passer. Et j'ai fini par, moi qui ne voulais pas la péridurale de base, j'ai dit à mon mari, je ne supporterai pas, je demande la péridurale. Donc j'ai demandé la péridurale, donc péridurale installée. J'ai quand même senti les douleurs. Et puis après, 10 heures après, on s'installe pour l'accouchement, 10 heures de travail. Et du coup, en fait, tu voulais pas de péridurale parce que c'était ce que est-ce qu'on te disait qu'il fallait pas la prendre ou... Alors moi, je ne voulais pas la péridurale. Non, je ne voulais pas la péridurale parce que je me sentais, je surestimais ma force. Je me sentais capable de le faire.
parce que je n'étais pas douillette de nature et je me sentais capable. Et suite à mes deux grossesses précédentes, puisque le premier accouchement c'était par déclenchement, j'ai bien subi, T'as bien j'ai supporté bien la douleur. toléré, supporté, et je me suis dit, ben là c'est un déclenchement. C'est pareil. J'ai déjà connu un déclenchement, et ben ce sera pareil. Et pour le second, j'ai vécu les contractions de 2 minutes d'intervalle où c'était hyper intense. Et je me suis dit, ben en fait, finalement, les 2 grossesses précédentes combinées, et ben je sais ce que c'est. Donc je sais à quoi m'attendre, je sais ce qui m'attend. Donc je me suis dit, oh bah finalement j'ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Beaucoup plus douloureux. Ouais, c'est en fait, par rapport au poids du bébé en fait. Non, voilà. C'était beaucoup plus douloureux, d'autant plus que Elijah, lui, il mettait du temps pour s'engager dans le bassin. Il était, c'était un énorme, c'était vraiment plusieurs va-et-vient entre le pousser pour qu'il puisse descendre en dessous, qu'il puisse être bloqué et le pousser pour qu'il sorte. Et à chaque fois que je soufflais, j'inspirais, ben il remontait, je soufflais, il descendait, j'inspirais, il remontait. C'était un gros travail de longue haleine. Et puis et du coup donc 10 heures de travail, c'est fatigant, ça. C'est très fatigant. C'est c'est épuisant. Donc c'est la position assise. Oui, voilà. Alors pour le premier essai de l'accouchement, on a essayé la position gynécologique qui, au passage, n'est pas du tout celle qui est mieux pour accoucher. On le sait très bien que c'est la mieux adaptée pour le professionnel, pour le corps médical, mais pour la personne qui accouche elle-même, non, c'est pas celle qui lui mettra qui permettra voilà de bien accoucher. Parce qu'en plus l'angle, enfin tu regardes l'angle aussi, c'est pas possible. Exactement, même par rapport à la pesanteur, je pense que la pesanteur aussi travaille pour pouvoir vraiment accoucher. Là on est accouché sur le dos, il y a rien qui aide quoi pour que l'enfant sorte naturellement. Donc moi j'étais dans une position au final où j'étais à demi-allongée, je m'explique. On m'a mis une barre, j'étais allongée d'abord, donc on m'a mis une barre horizontale qui était juste au-dessus de moi-même. Et à cette barre-là, on a accroché un drap où je vais pouvoir m'accrocher, tirer sur les draps, on va dire, pour que je puisse pousser. Et mon mari me bloquant le dos derrière par ses bras. Alors lui aussi, il n'était pas dans une position très confortable, parce qu'en fait, si seulement il était tout derrière, donc lui il pouvait pousser comme ça. Non, il était sur le côté. Voilà, il était sur le côté, donc hop, les bras un peu tordus, on va dire, mais il a fallu qu'il pousse fort aussi. Ouais, il a accouché. Il a accouché. On a tous les deux accouché. Ouais. On a tous les deux, littéralement, on a poussé de toutes on peut pas dire qu'il n'a pas accouché, il a accouché un bébé. Non, pour le coup, il était d'une aide, et c'est tout à son honneur, c'est vraiment, je lui suis reconnaissante pour ça. Il m'a énormément aidé, sans lui, j'y serais pas arrivée. Mais c'est clair et net, sans lui, j'y serais pas arrivée. Donc lui aussi, il a énormément poussé. Il m'a poussé le dos. Moi, j'ai poussé à ma manière. Et puis au bout de 10 heures de travail, à peu près une vingtaine de poussées quand même. 45 minutes d'accouchement. L'accouchement a duré 45 minutes entre là où on s'installe et Elijah qui est né. Ça a duré 45 minutes. Et à peu près une trentaine de poussées intenses. Et il était là. Et là, du coup, c'est je voulais te montrer ta photo. Oui. C'est une photo, en fait, je crois que c'était... Non, j'avais vu, tu l'avais sortie après, je pense que c'était pas... Après, je t'ai contacté. Est-ce que c'était le... Je sais plus si c'était après ou avant. Mais du coup, je l'ai vue. Oui. Celle-là. Ah, c'était peut-être après. Après, oui, je pense que c'était après, oui. Oui. Et donc, cette photo, je vais la décrire, sinon c'est accessible sur le compte de Tahir, qu'on mettra en lien. Donc c'est la photo où elle a son bébé dans les bras, Elijah, qui est aussi là. Et je sais pas, mais ce qu'il y a dans les yeux de Tahir sur cette photo, c'est tellement, ça exprime tout en fait. C'est la douleur, mais le bonheur, ça, c'est la compréhension, la surprise aussi. Enfin, tu exprimes tout. Oui.
enfin, c'est l'émotion. Cette photo est incroyable, en fait, faudrait en faire un cadre. Elle n'est pas très, elle n'est pas très jolie. Oui, voilà. Elle n'est pas pas dans les artistique. codes Voilà, c'est pas dans les codes, c'est pas dans les, il y a du sang, enfin, c'est... Voilà. Il y a du sang, tout est là, je pense qu'elle est spontanée. Et d'ailleurs, c'est mon mari qui a pris la photo et qui a choisi celle-ci. Je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien poster une photo de la naissance, mais laquelle? Il y en a pas une qui est propre. Il y a plein de gens autour et tout. Voilà, je me dis, il y en a pas une où, voilà, j'ai le visage, plus ou moins, et ça, photogénique. C'est rare de voir ce genre de photo de naissance. On a toujours la photo où on a bébé bien déjà, voilà, on est déjà posé. Ouais. La plupart du temps, on a la photo où on est déjà bien habillé, on s'est rhabillé, on a bébé dans les bras, on est déjà maquillé, quoi. Non, bah là, t'as les gens en bataille. Enfin, elle est magnifique, cette photo, vraiment, c'est gentil, et puis ce merci. petit sourire, et t'as ce sourire qui dit, ça y est, enfin, tu vois ton mari, tu vois la complicité, en fait, tout de suite. C'est ça. Tu dis, ça y est, on l'a. Je pense même que c'était ça. Maintenant, ça me revient, mais je pense que c'était le mot genre, puisque nous, on s'appelle Pisse, et je pense que c'était le mot, j'ai dit, mais ça y est, Pisse, enfin, on y est. Ouais. Il est là. Nous sommes parents et lui aussi il m'a dit oui ça y est ça y est quoi, on est au bout de nos peines et au bout de notre surprise, on a enfin fait la rencontre, la connaissance d'Elijah. Et voilà quoi, c'est cette photo, elle en dit long, c'est l'apaisement, c'est le soulagement, c'est la surprise, c'est l'épuisement aussi, c'est un tout quoi. Moi je suis encore bouche bée devant la photo, mais je trouverais pas les mots justes pour la décrire. Mais elle en dit long en tout cas, elle en dit long la photo. Vous êtes trois. Oui. Vous rentrez en fait enfin, on est à la maison, on arrive et le sentiment quand j'ai franchi la porte, c'était indescriptible. Alors déjà de 1, le sentiment quand j'ai quitté l'hôpital avec Elijah dans les bras, enfin pas dans les bras, c'est façon de parler, mais dans le siège auto puisque c'est obligatoire. Mais le fait d'être partie de là avec Elijah, là déjà pour moi c'était j'étais partie avec les larmes aux yeux parce que je me suis dit enfin je ne rentre pas, je rentre le ventre vide mais avec un bébé dans les bras. Tu peux nous dire maintenant ton expérience de maman, jeune maman. Alors moi, le fait d'être maman, c'est vraiment ça me fait rentrer, Maintenant, je côtoie au quotidien l'amour, mais l'amour dans une autre dimension. C'est un amour, c'est un bonheur éternel, c'est un amour. Alors moi, j'aurais pu, s'il y avait un autre mot, j'aurais pu mettre, mais je pense qu'au-dessus de l'amour, il y en a pas. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un amour dans une autre dimension. C'est vraiment. C'est quelque chose de très prenant jusqu'aux tripes. C'est là où on est sûr, on se dit oui, je donnerai ma vie pour lui. On aurait pu le dire, je sais pas si on peut le dire pour une autre personne, mais c'est sûr que tu vas, c'est sûr. Et est-ce que t'as peur? Enfin oui, t'as peur alors c'est la peur des mamans C'est la peur des mamans, et alors honnêtement ce n'est pas que du bonheur, Oui, ça c'est vrai. Non, ce n'est pas que du bonheur, et ça je le précise puisque on va dire genre par rapport à mes attentes, nous alors on se prépare en fait, je pense qu'on se prépare à être des parents, mais on n'est jamais assez préparé que lorsque l'on le devient réellement. Okay. Et là on est face à cette réalité où par rapport à nos attentes, on avait des principes, on avait des attentes, etc. Mais sauf que quand on devient des parents, et on est capable de changer du tout au tout, quoi. Moi, les principes qu'on en avait avec mon mari, et puis quand on devient parent, on oublie très vite. On oublie des principes. Oui, genre, mais là, moi, ça va être, voilà, c'est ça. Ah non, c'est, uniquement cuisiner maison. On a enlevé des principes, et là, tout de suite, c'était, on fait, et en fait, je pense que par rapport, j'ai pas assez de recul pour vraiment dire ce qu'il en est en tant que maman, mais du peu de temps que j'ai pu passer avec Elijah, c'est 2 mois et demi, on va dire. C'est que faut aussi qu'on arrête de paraître toujours, de vouloir parfaire les choses. Il faut arrêter de se mettre énormément de pression. Faut vraiment fonctionner au feeling, enfin pas au feeling, mais faut fonctionner
comment dire, faut se fier à son instinct, en fait. Je pense qu'il faut se fier à son instinct et toujours se dire que voilà, j'ai fait de mon mieux. Et même si c'est pas parfait, eh ben, ce n'est pas grave, mais j'apprends. Et ça aussi, c'est un apprentissage au quotidien. Le fait d'être maman, c'est un apprentissage au quotidien. On apprend, on grandit avec le bébé, on apprend avec le bébé, et on n'a pas fini d'apprendre. Ce n'est que le début. Ouais. Donc, on a et le plus beau reste à venir. Voilà, tout à fait, Voilà, le plus beau reste à venir. Tout à fait. Donc, on va conclure sur cette belle phrase. Et vraiment, merci à toi, Tahir, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci. Mais aussi de nous avoir partagé cette histoire. Et merci. Moi, les gens le voient pas ou l'entendent pas, mais moi, je suis vraiment très émue par cette jeune femme. Voilà, cette jeune mère maintenant. Et vraiment, son histoire m'a touchée et j'espère qu'elle touchera beaucoup d'autres personnes. Qu'elle aidera aussi les gens à se dire que ce qui leur arrive, ça arrive. Ça arrive. Et on peut passer à autre chose. Mais le plus beau reste à venir. Voilà. Voilà. Exactement, c'est ça. Donc je pense qu'il faut surtout pas, faut pas oublier qu'il y aura toujours une lumière au bout du tunnel. Alors, ça peut prendre du temps, mais il y aura toujours quelque chose. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel et il y aura toujours une fin à toute chose. Alors, ça peut être la fin, il y a toujours une fin à tout, quoi. Que ce soit une mauvaise nouvelle, il y aura une fin. Que ce soit un deuil, il y aura une fin. Donc, mais il y aura toujours une fin. Donc, ça, faut pas oublier tout ça et, faut accepter les choses, faut les vivre, les bonnes comme les mauvaises, comme les mauvaises. Comme les plus tristes, on va dire, mais ça, faut toujours garder espoir et s'accrocher à la foi qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et voilà, moi c'est ce qui m'a aidé à tenir le coup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup. Voilà, donc si vous voulez suivre Tahir, elle est sur les réseaux sociaux, donc on mettra en lien son Instagram. Voilà, si vous voulez en parler sur les réseaux sociaux, apparemment, il y a pas de souci. Elle répond bien aux messages. Voilà, tout à fait. Donc moi je suis ouverte à toute discussion, il n'y a pas de problème. Merci même pour nous. Nous on connaissait pas du tout ce genre de choses, ce genre de cas. Et merci d'être là. Merci d'avoir été là pour. Enfin, je suis sûre pour plusieurs personnes qui ont découvert ça, qui l'ont découvert, qui ont mis un mot sur ce qu'ils vivaient. Merci pour toutes ces femmes. Merci à vous. Hein. Vraiment, c'est le peu que je puisse faire. C'est le peu que je puisse faire, c'est vraiment de témoigner et moi j'exhorte les femmes à briser peu importe le sujet qui est considéré comme tabou, mais vraiment de toujours briser les tabous pour que brisons les tabous, il n'y en a pas. Voilà, c'est ça, il y a pas de sujet tabou. Il y a aucun tabou. Au contraire, il faut parler. Voilà. Merci. Et aussi, beaucoup. Merci à Elijah qui est là depuis le début et qui est très très sage. Un peu de gazouillis quand même, mais ça va. Toi aussi, sois basse-valve, partage autour de toi, parle-en à tes copines et surtout, donne-nous ton avis.